Tu crois que ton fils va épouser la fille de ces gens-là ? Plutôt mourir. Plutôt le voir enterré. » Cette phrase a été prononcée un soir de décembre à Douala. Et la femme qui l'a dite ne plaisantait pas. Pas du tout. Avant de continuer, si cette histoire te touche, abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu. Ça nous aide à continuer de raconter ces vérités que personne n'ose dire. L'histoire que je vais te raconter se passe dans le quartier Akwa, entre deux familles que tout le monde connaissait. Les Fotso d'un côté, les Mbouda de l'autre. Deux clans, deux empires de commerce et une haine vieille de 30 ans. Tout avait commencé à cause d'un terrain. Un terrain de 600 mètres carrés dans le quartier Bonanjo, à l'époque où Douala commençait à grandir. Le patriarche Fotso, Papa Étienne, disait que son père avait acheté ce terrain en 1972. Le patriarche Mbouda, Papa Dieudonné, jurait sur la tombe de sa mère que ce même terrain appartenait à sa famille depuis 1965. Il y avait eu un procès, puis un deuxième, puis des menaces, puis un incendie suspect dans le magasin des Fotso au marché Mbopi. Personne n'avait été arrêté, mais tout le monde savait. Depuis ce jour, les deux familles ne se parlaient plus. Si un Fotso entrait dans un restaurant et qu'un Mbouda y était déjà assis, l'un des deux se levait. Leurs enfants allaient dans des écoles différentes. Leur commerce était dans des marchés différents. Même à l'église, ils s'asseyaient de chaque côté de la nef. Les Fotso à droite, les Mbouda à gauche. Et c'est dans ce monde-là que Nadège est née. Nadège Mbouda, 24 ans, dernière fille de Papa Dieudonné. Elle avait la peau sombre et lumineuse de sa mère, les yeux vifs, un sourire rare mais inoubliable. Nadège ne ressemblait pas aux autres femmes Mbouda. Ses sœurs aînées avaient épousé des hommes choisis par le clan. Elle vivait dans de grandes maisons. Elle portait des pagnes brodés le dimanche. Elle ne posait pas de questions. Nadège posait des questions. Tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on déteste les Fotso ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait exactement ? Papa Dieudonné frappait la table de sa main épaisse. Ne prononce jamais ce nom dans ma maison. Jamais. Nadège se taisait. Mais elle n'oubliait pas. Elle travaillait comme comptable dans un cabinet au centre-ville. Le cabinet Nkoto et Associés. C'est là qu'elle a rencontré Fabrice Fotso. 27 ans, ingénieur en bâtiment, il venait au cabinet pour le dossier fiscal d'un de ses chantiers. Grand, la voix calme, des mains larges habituées au béton et au plan. La première fois qu'il a vu Nadège, il n'a rien dit. Il a juste demandé à son collègue « C'est qui la fille à l'accueil ?» Son collègue a ri. « Oublie ça, mon frère, c'est une Mbouda. » Fabrice n'a pas oublié. Il est revenu le lendemain, pour un document qu'il avait soi-disant oublié. Puis le surlendemain. Puis la semaine suivante. Et chaque fois, il trouvait une raison de passer devant le bureau de Nadège. Un jour, il a posé un sachet sur son bureau. Dedans, il y avait un beignet haricot encore chaud et un petit mot plié en 4. Le mot disait « Je ne connais pas ton nom de famille. Je connais juste ton sourire. » Nadège a lu le mot. Elle a mangé le beignet. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle a souri en rentrant chez elle. Mais ce que Nadège ne savait pas encore, c'est que ce sourire allait lui coûter très cher.
Les semaines ont passé. Nadège et Fabrice se voyaient en cachette, toujours loin du quartier, jamais dans les endroits que fréquentait leur famille. Ils se retrouvaient dans un petit restaurant à Bonapriso, le restaurant chez Tantine Rose. Une vieille femme y servait d'une dolée avec du plantain mûr et du riz. Personne ne les connaissait là-bas. Personne ne posait de questions. Fabrice racontait ses chantiers. Nadège parlait de ses rêves. Elle voulait ouvrir son propre cabinet comptable un jour. Ils riaient. Ils se disputaient sur la meilleure recette de poisson braisé. Ils oubliaient, pendant 2 heures, que leurs noms de famille étaient des armes chargées. Un soir, Fabrice a sorti un petit paquet de sa poche. Dedans, il y avait un bracelet en bronze tressé, avec une petite pierre bleue au centre. « Ce bracelet appartenait à ma grand-mère », a dit Fabrice. Elle disait qu'il protège ceux qui aiment vraiment. Porte-le, mais cache-le. Nadège a mis le bracelet à son poignet gauche, sous la manche de sa blouse, contre sa peau. Elle le touchait parfois pendant la journée, juste pour se rappeler que tout cela était réel, que quelqu'un l'aimait pour elle, pas pour son clan. Retenez bien ce bracelet, il va devenir très important. 3 mois ont passé, 3 mois de bonheur volé, 3 mois de rendez-vous secrets, de messages effacés sur le téléphone, de mensonges minutieux. Nadège disait à sa mère qu'elle restait tard au bureau. Fabrice disait à son père qu'il supervisait un chantier à Bonaberry. Mais à Douala, les murs ont des oreilles. Et les oreilles ont des langues. Un cousin éloigné des Fotso, un certain Hervé, travaillait comme chauffeur de moto-taxi dans le quartier Bonapriso. Un soir, en attendant des clients devant le restaurant chez Tantine Rose, il a vu Fabrice sortir. Avec une femme. Il les a regardés de loin. La femme riait. Fabrice lui tenait la main. Hervé a sorti son téléphone. Il a pris une photo. Et il a envoyé cette photo dans le groupe familial sur la messagerie instantanée. Le message disait : « Quelqu'un connaît cette fille avec Fabrice ? » En moins d'1 heure, la photo avait fait le tour du clan Fotso. Et en moins de 2 heures, quelqu'un avait identifié Nadège. « C'est la dernière fille de Dieudonné Mbouda », a écrit la tante Colette. « La fille de notre ennemi. » Le téléphone de maman Mariette a sonné. Maman Mariette Fotso, la mère de Fabrice. 58 ans. Une femme qui pesait 120 kilos et dont la voix pesait encore plus lourd. Elle dirigeait 3 boutiques de pagne au marché Mbopi. Tout le monde l'appelait « Maman la Générale ». Et ce n'était pas un compliment, c'était un avertissement. Maman Mariette avait élevé 5 enfants seule après le décès de papa Étienne. Elle avait construit l'empire familial brique par brique, pagne par pagne, franc par franc. Et elle avait une règle absolue. Aucun de ses enfants n'épouserait jamais un Bouddha. Jamais. Plutôt les voir célibataires jusqu'à la fin de leurs jours. Quand maman Mariette a vu la photo, elle n'a pas crié. Elle n'a pas cassé quelque chose. Elle a posé son téléphone sur la table. Elle a bu une gorgée de son jus de gingembre et elle a dit, d'une voix très calme : « Appelez-moi Fabrice.
maintenant. Et c'est à ce moment que les choses ont commencé à basculer. Fabrice est arrivé chez sa mère à 21h. Il a trouvé maman Mariette assise dans le salon, entourée de tante Colette, de tante Béatrice et de son frère aîné, Thierry. 4 visages fermés. 4 pères d'yeux qui le regardaient comme on regarde un traître. Maman Mariette a posé la photo sur la table basse. « Explique-moi ça », a-t-elle dit. Fabrice a regardé la photo. Son cœur s'est arrêté. Mais il a décidé de ne pas mentir. « Je l'aime, maman, et elle m'aime. » Le silence qui a suivi a duré exactement 7 secondes. 7 secondes pendant lesquelles on n'entendait que le ventilateur au plafond et les bruits de la rue. Puis maman Mariette s'est levée. « Tu aimes la fille de l'homme qui a brûlé notre magasin ? Tu aimes la fille du clan qui a volé notre terrain ? Tu crois que l'amour efface 30 ans de souffrance ?» Fabrice a essayé de répondre. « Maman, Nadège n'a rien à voir avec... »« Tais-toi !» Maman Mariette l'a coupé net. Sa voix tremblait maintenant. Pas de tristesse, de rage. « Si tu continues avec cette fille, tu n'es plus mon fils. Tu n'as plus de famille. Tu n'as plus de nom. Choisis. » Fabrice n'a pas répondu. Il est sorti. Mais si seulement il avait su ce qui se tramait déjà dans l'ombre. Maman Mariette ne faisait pas de menaces en l'air. Dès le lendemain matin, elle a commencé sa guerre. Pas une guerre de cris, une guerre de murmures, de coups de fil, de visites stratégiques. D'abord, elle a appelé maman Béatrice Mbouda. Oui, la propre mère de Nadège. Elle ne s'était pas parlé depuis 15 ans. Mais ce jour-là, maman Mariette a composé le numéro. « Bonjour, maman Béatrice. Je suis Mariette Fotso. Je pense que nous avons un problème commun. » La conversation a duré 40 minutes. Et quand elle s'est terminée, les 2 matriarches étaient d'accord sur un point. Cette relation devait mourir. Par tous les moyens. Maman Béatrice a raccroché et a convoqué Nadège dans sa chambre le soir même. « On m'a dit que tu fréquentes le fils Fotso. Dis-moi que c'est un mensonge. » Nadège a senti le sol trembler sous ses pieds. « Maman, comment tu... »« Dis-moi que c'est un mensonge, » a répété maman Béatrice, les mâchoires serrées. Nadège a baissé les yeux. Elle n'a pas menti. « Ce n'est pas ce que tu crois, maman. Fabrice est quelqu'un de bien. Il n'est pas comme sa famille. Il... » La gifle est partie avant qu'elle puisse finir. Sèche, précise. Le bruit a résonné dans toute la maison. « Sors de chez moi, » a dit maman Béatrice. « Sors et va réfléchir à ce que tu fais à cette famille. » Cette nuit-là, Nadège a dormi chez sa collègue Aïcha. Elle a pleuré jusqu'à 3 heures du matin. Puis, elle s'est arrêtée. Elle a touché le bracelet sous sa manche et elle a pris une décision. Elle n'allait pas abandonner Fabrice. Mais elle n'allait plus se battre avec des larmes. Elle allait se battre avec de l'intelligence. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Maman Mariette a lancé la 2e phase de son plan. Elle a trouvé une fiancée pour Fabrice, Solange, la fille d'un riche commerçant de Bafoussam. Belle, docile, issue d'une bonne famille bamiléké. « Pas de Mbouda, pas de problème, » a dit maman Mariette à tante Colette en riant. Elle a organisé un dîner. Fabrice a été forcé d'y assister. Solange est arrivée dans un pagne brodé, les cheveux tressés, un sourire parfait.
Maman Mariette a servi du poulet directeur général avec du plantain frit et du piment frais. La table était belle. L'ambiance était fausse. Fabrice n'a presque pas parlé. Quand Solange lui a demandé quel genre de musique il aimait, il a répondu « le silence ». Maman Mariette lui a lancé un regard qui aurait pu fendre une noix de coco. Après le dîner, Fabrice a envoyé un message à Nadège. « Ma mère me présente des femmes, mais c'est toi que j'aime. Ne doute jamais de ça. » Nadège n'a pas répondu tout de suite. Pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle était occupée. Elle était assise dans un cybercafé à Bonamoussadi. Elle cherchait quelque chose d'important. Vous vous demandez sûrement ce qu'elle cherchait. La réponse va vous surprendre. Nadège cherchait des informations sur le fameux terrain de Bonanjou. Le terrain qui avait déclenché la guerre entre les deux clans. Celui pour lequel il y avait eu des procès, des menaces, un incendie, 30 ans de haine. Parce que Nadège était comptable. Et une bonne comptable sait que derrière chaque conflit, il y a un document, un papier, un chiffre, une vérité. Elle a commencé ses recherches au cadastre de Douala. Pendant sa pause déjeuner, elle s'y rendait, prétextant des démarches administratives. Le premier jour, on lui a dit que les archives étaient en désordre. Le deuxième jour, on lui a demandé de revenir. Le troisième jour, un vieil employé nommé Monsieur Kamga l'a regardé avec curiosité. « Pourquoi une jeune fille comme toi s'intéresse à un terrain de 1972 ?» Nadège a souri. « C'est pour un dossier au cabinet, Monsieur Kamga. Rien de personnel. » Monsieur Kamga n'a pas semblé convaincu, mais il l'a aidé quand même. Et ce qu'ils ont trouvé, ensemble, dans un vieux registre poussiéreux à la couverture marron, a changé toute l'histoire. Le terrain de Bonanjou n'avait jamais appartenu ni au Fotso ni au Mbouda. Il avait été enregistré en 1961 au nom d'un certain Jean-Baptiste Nkoulou, un fonctionnaire colonial qui avait quitté le Cameroun en 1964. Le terrain avait été vendu par l'État en 1978 à un troisième acheteur. Ni Fotso, ni Mbouda, un inconnu. Nadège a relu le document 3 fois. Ses mains tremblaient. 30 ans de haine. 30 ans de famille détruite. 30 ans de mariage interdit et d'enfants élevés dans la colère. Et tout ça pour un terrain qui n'appartenait à aucun des deux clans. Elle a pris des photos de chaque page, chaque tampon, chaque signature. Elle a rangé son téléphone et elle a dit merci à Monsieur Kamga. Mais Nadège savait que les documents ne suffiraient pas. Pas avec des familles comme les Fotso et les Mbouda. Il fallait un témoin, quelqu'un d'ancien, quelqu'un que les deux clans respecteraient. Et c'est là qu'entre en scène Tante Philomène. Tante Philomène avait 82 ans. C'était la sœur aînée du défunt papa Étienne Fotso. Mais elle ne vivait plus avec le clan depuis des décennies. Elle s'était installée à Limbé, au bord de la mer, dans une petite maison avec un jardin de bougainvilliers. Personne ne lui rendait visite. Maman Mariette disait qu'elle était devenue sénile. Mais tante Philomène n'était pas sénile. Elle était fatiguée. Fatiguée des mensonges. Nadège a trouvé son adresse par l'intermédiaire de Monsieur Kamga, qui connaissait tout le monde. Elle a pris le bus pour Limbé un samedi matin. 3 heures de route. Elle a frappé à la porte de tante Philomène à midi. La vieille femme a ouvert. Elle a regardé Nadège de haut en bas. « Tu es une Mbouda » a-t-elle dit.
Je reconnais les yeux de ta grand-mère. Nadège a failli tomber. Vous connaissiez ma grand-mère ? Tante Philomène a souri. Un sourire triste, ancien, chargé de souvenirs. Entre, ma fille, il est temps que quelqu'un sache la vérité. Ce que tante Philomène lui a raconté, ce jour-là, dans sa petite cuisine où bouillait une marmite de thé au gingembre, a fait tomber le monde de Nadège en morceaux, puis l'a reconstruit. La vérité était simple et terrible. En 1972, papa Étienne Fotso et papa Dieudonné Mbouda n'étaient pas des ennemis. Ils étaient des amis, des associés. Ils avaient monté ensemble un commerce de cacao. Ils partageaient tout, les bénéfices, les risques, les repas du dimanche. La femme de Dieudonné, la mère de Nadège, et la femme d'Étienne, maman Mariette, faisaient la cuisine ensemble chaque week-end. L'histoire du terrain ? Une invention. Un mensonge fabriqué par un troisième homme, un certain Onana. Un concurrent jaloux qui avait falsifié des documents pour faire croire à chacun que l'autre avait volé le terrain. Onana avait même organisé l'incendie du magasin des Fotso et avait fait en sorte que les soupçons tombent sur les Mbouda. Papa Étienne avait découvert la vérité quelques années avant sa mort. Il avait voulu se réconcilier avec Dieudonné, mais maman Mariette avait refusé. « C'est trop tard », avait-elle dit. « Le mal est fait, et si on pardonne, on a l'air faible. » Tante Philomène avait tout vu, tout entendu. Elle avait supplié son frère de parler. Il avait eu peur de sa propre femme. Il était mort en emportant ce secret. Ou presque. « J'ai gardé une lettre », a dit tante Philomène. Une lettre que mon frère Étienne a écrite avant de mourir. Il y dit tout. La vérité sur Onana, la vérité sur le terrain, la vérité sur les mensonges de Mariette. Elle a ouvert un tiroir. Elle a sorti une enveloppe jaunie par le temps. Dedans, une lettre manuscrite de 3 pages. L'écriture tremblante d'un homme mourant. Nadège a lu la lettre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a photographié chaque page. Puis, elle a serré la vieille femme dans ses bras. « Merci, tante Philomène. Merci. »« Ne me remercie pas, » a dit la vieille femme. « Répare ce qui a été cassé, c'est tout ce que je demande. » Nadège est rentrée à Douala avec 3 armes. Les documents du cadastre, la lettre de papa Étienne et une détermination que rien ne pouvait briser. Pendant ce temps, maman Mariette continuait sa guerre. Elle avait convaincu le patron de Fabrice de l'envoyer sur un chantier à Kribi pendant 3 semaines. Loin de Douala, loin de Nadège. Un peu de distance et il va oublier cette fille, avait-elle dit à tante Colette. Mais Fabrice n'oubliait rien. Il appelait Nadège chaque soir. Il parlait pendant des heures. Et pendant ces appels, Nadège ne lui disait rien de ce qu'elle avait découvert. Pas encore. Le moment n'était pas venu. De son côté, maman Béatrice Mbouda avait lancé sa propre offensive. Elle avait raconté à toute la famille élargie que Nadège fréquentait un Fotso. La honte, le scandale. Les oncles avaient été convoqués. Un conseil de famille avait été organisé sans Nadège. Sa sœur aînée, Hortense, lui avait envoyé un message vocal. « Nadège, tu nous fais honte. Papa Dieudonné doit se retourner dans sa tombe.
Si tu ne quittes pas ce garçon, on ne te considère plus comme une Bouddha. Nadège a écouté le message 3 fois. Puis, elle l'a supprimé. Et elle a ouvert son carnet. Ce carnet, c'était sa 3e arme secrète. Depuis le début, Nadège y notait tout. Chaque date, chaque parole, chaque menace, chaque manœuvre de maman Mariette et de maman Béatrice. Elle y avait collé des captures d'écran imprimées des messages du groupe familial. Les messages où on la traitait de traîtresse. Les messages où maman Mariette parlait de faire virer Nadège de son travail. Les messages où tante Colette suggérait de consulter un marabout pour séparer les amoureux. Tout était documenté. Tout était daté. Tout était prêt. Mais le pire restait à venir. Un matin, Nadège est arrivée au cabinet Nkoto et associés. Son chef, maître Nkoto, l'a appelé dans son bureau. Il avait l'air gêné. « Nadège, je suis désolé. Je dois te laisser partir. » Nadège a senti ses jambes faiblir. « Pourquoi, maître ?» Maître Nkoto a évité son regard. « Des raisons budgétaires. » Mais Nadège avait vu le numéro sur l'écran du téléphone de maître Nkoto quand elle était entrée. Le numéro de maman Mariette Fotso. La mère de Fabrice avait appelé son patron. Et dans une ville comme Douala, quand une femme comme maman Mariette appelle, les gens obéissent. Nadège a ramassé ses affaires. Elle a mis ses dossiers dans un sac. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste touché le bracelet sous sa manche, le bracelet de la grand-mère de Fabrice. Et elle a murmuré « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » Ce soir-là, Nadège est allée voir maître Chinda, une avocate spécialisée en droit de la famille et en médiation. Le cabinet se trouvait dans un petit immeuble à Aqua. L'avocate était une femme de 50 ans, petite, avec des lunettes rondes et une voix douce qui cachait un esprit d'acier. « Je ne veux pas un procès, » a dit Nadège. « Je veux une réunion. Je veux que les 2 familles soient dans la même pièce. Et je veux que la vérité soit dite devant tout le monde. » Maître Chinda l'a écoutée pendant 2 heures. Elle a examiné les documents du cadastre. Elle a lu la lettre de papa Étienne. Elle a regardé les photos du carnet de Nadège. Et quand elle a fini, elle a enlevé ses lunettes et a dit « Ma fille, tu as entre les mains de quoi mettre fin à 30 ans de mensonges. Mais il faut être prête. Parce que quand tu ouvriras cette boîte, tu ne pourras plus la refermer. » Nadège a hoché la tête. « Je suis prête depuis le jour où ma mère m'a giflée pour avoir osé aimer quelqu'un. » Maître Chinda a pris le dossier. Pendant les 2 semaines suivantes, Nadège a joué la comédie. Devant sa mère, elle faisait semblant d'avoir rompu avec Fabrice. « Tu avais raison, maman. J'ai été bête. C'est fini. » Maman Béatrice avait souri, satisfaite. « Tu vois, quand on écoute sa mère, on ne se trompe jamais. » Nadège souriait aussi. Mais son sourire cachait un plan que personne ne soupçonnait. Elle a contacté les chefs des 2 clans, les oncles respectés, les anciens. Elle leur a envoyé des invitations formelles par l'intermédiaire de maître Chinda pour une réunion de médiation familiale. L'invitation ne mentionnait ni Fabrice, ni l'amour. Elle parlait d'une affaire foncière urgente concernant les 2 familles, le terrain de Bonanjou. Un sujet que personne ne pouvait ignorer. Maman Mariette a reçu l'invitation.
Elle a froncé les sourcils. Qui organise ça? Pourquoi maintenant? Tante Colette a haussé les épaules. Peut-être que les Mbouda veulent enfin reconnaître qu'ils nous ont volés? Maman Mariette a accepté, par orgueil, parce qu'elle était certaine de gagner. Maman Béatrice a accepté aussi, pour la même raison. Et Nadège a respiré. Le piège était en place. La réunion a eu lieu un dimanche après-midi, dans la grande salle de la paroisse Saint-Pierre d'Aqua. Le pasteur, révérend Jock, avait accepté de prêter la salle. Maître Chinda avait organisé les chaises en demi-cercle. Au centre, une table avec un micro. Les Fotso sont arrivés les premiers. Maman Mariette en tête, dans un grand boubou bleu brodé d'or. Tante Colette derrière, Thierry, le frère de Fabrice, 3 oncles, 2 cousins. Fabrice est arrivé en dernier, le visage fermé. Il ne savait pas ce qui se passait. Nadège ne lui avait rien dit. Les Mbouda sont arrivés ensuite. Maman Béatrice, droite comme un poteau électrique. Hortense, la sœur aînée. Les oncles Samuel et Narcisse. Et Nadège, au bout, en robe simple, le bracelet de bronze visible pour la première fois à son poignet. Elle ne le cachait plus. Maman Mariette a vu le bracelet immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reconnu le bijou de sa belle-mère, au poignet d'une Mbouda. Son visage s'est figé. Maître Chinda a ouvert la séance. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Nous sommes ici pour une affaire qui concerne vos 2 familles depuis plus de 30 ans. L'affaire du terrain de Bonanjo. J'ai demandé à mademoiselle Nadège Mbouda de présenter des éléments nouveaux. Un murmure a parcouru la salle. Maman Béatrice a regardé sa fille avec stupeur. Nadège? Qu'est-ce que... Nadège s'est levée. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix ne tremblait pas. Elle a marché jusqu'à la table. Elle a posé une chemise cartonnée devant elle. Bleue. Épaisse. « Je vais parler une seule fois, a-t-elle dit. Et je demande à chacun d'entre vous d'écouter jusqu'à la fin. » Elle a ouvert la chemise. Elle a sorti le premier document. Voici l'extrait du registre foncier de Douala, daté de 1961. Le terrain de Bonanjo, parcelle numéro 347, a été enregistré au nom de Jean-Baptiste Nkoulou. Pas Fotso. Pas Mbouda. Nkoulou. Silence. Oncle Narcisse, du côté Mbouda, s'est avancé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissez-moi finir, a dit Nadège. Elle a sorti le 2e document. Le terrain a été vendu par l'État en 1978 à un acheteur nommé Essomba. Toujours pas Fotso. Toujours pas Mbouda. Maman Mariette a ouvert la bouche. C'est faux. Mon mari avait les papiers. Vos papiers étaient des faux, maman Mariette, a dit Nadège calmement. Fabriqués par un homme nommé Onana, un concurrent qui voulait détruire l'association commerciale entre Papa Étienne et Papa Dieudonné. Le nom d'Onana a frappé comme une balle. Plusieurs personnes dans la salle ont échangé des regards. Nadège a sorti le 3e document. La lettre de Papa Étienne. Cette lettre a été écrite par votre mari, maman Mariette, avant sa mort. Dedans,
il explique tout. Il dit qu'il avait découvert la vérité sur Onana. Il dit qu'il voulait se réconcilier avec les Mbouda. Et il dit... Elle a fait une pause, sa voix est devenue plus douce. Il dit que c'est vous qui l'en avez empêché, parce que vous aviez peur de paraître faible. Maman Mariette s'est levée d'un coup. « Qui t'a donné ça ? Où as-tu trouvé cette lettre ?» Une voix s'est élevée du fond de la salle. « C'est moi qui la lui ai donnée. » Tout le monde s'est retourné. Tante Philomène se tenait dans l'encadrement de la porte. 82 ans. Un bâton de marche, un pagne usé, et des yeux qui brûlaient d'une vérité gardée trop longtemps. « Mariette, » a dit tante Philomène en avançant lentement. « Mon frère t'aimait. Il t'a obéi toute sa vie, même quand tu avais tort. Mais il est mort avec ce poids sur le cœur. Et moi, je suis trop vieille pour continuer à porter ce mensonge. » Le silence dans la salle était total. On entendait le bruit d'un ventilateur, le chant lointain d'un coq. Rien d'autre. Maman Mariette est passée par toutes les étapes. D'abord, l'incrédulité. Ce sont des faux, des montages. Cette fille a tout inventé pour... Pourquoi ? Pour épouser mon fils ? Puis la colère. Vous êtes tous contre moi, même toi, Philomène, ma propre belle-sœur. Puis la panique. Elle a regardé autour d'elle. Les visages de sa famille avaient changé. Thierry, son fils aîné, la regardait avec un mélange de confusion et de douleur. Les oncles murmuraient entre eux. Puis la mémoire. Quelque chose s'est ouvert dans ses yeux. Un souvenir. Elle a porté la main à sa bouche. « Onana » a-t-elle murmuré. « Mon Dieu !» Étienne avait essayé de me dire un soir, et je n'ai pas voulu écouter. Puis les larmes. Pour la première fois en 30 ans, maman Mariette a pleuré en public. De grosses larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues rondes. Maman Béatrice, de l'autre côté de la salle, avait les mains qui tremblaient. « Dieudonné aussi a essayé de pardonner », a-t-elle dit d'une voix cassée. Vers la fin, il disait « À quoi bon cette guerre ?» Mais moi aussi, je l'ai fait taire. Nadège a regardé les deux matriarches, ces deux femmes qui avaient dirigé leur clan d'une main de fer, ces deux femmes qui avaient construit leur pouvoir sur une haine fondée sur un mensonge, et qui, en cet instant, ressemblaient à deux petites filles perdues. Nadège a pris le micro une dernière fois. « Je n'ai pas fait ça pour humilier qui que ce soit. J'ai fait ça parce que Fabrice et moi, nous nous aimons. Et parce que nous refusons de porter le poids d'une guerre qui n'aurait jamais dû exister. » Elle s'est tournée vers Fabrice. Il la regardait avec des yeux brillants. Il s'est levé. Il a traversé la salle. Il a pris sa main. Et devant les deux clans réunis, il a dit « Nadège est la femme de ma vie. Et si quelqu'un veut encore nous séparer, qu'il vienne d'abord avec une vérité, pas avec un mensonge vieux de 30 ans. » Et puis Nadège a dit la phrase que personne n'a oubliée. La phrase que tout le quartier Aqua a répétée pendant des semaines. On ne construit pas une famille sur la haine de l'autre. On construit une famille sur la vérité, même quand la vérité fait mal. Le révérend Jock s'est levé. Il a posé ses deux mains à plat sur la table. Cette salle est un lieu de paix. Et aujourd'hui, Dieu a mis la paix entre vos mains. Ne la laissez pas tomber. La réunion s'est terminée dans le désordre. Mais un désordre nouveau, un désordre de retrouvailles. Des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se regardaient, embarrassés, cherchant des mots qu'ils avaient désappris. Tante Philomène s'est assise dans un coin.
Nadège lui a apporté un verre d'eau. La vieille femme a bu, puis elle a pris la main de Nadège. « Ton bracelet » a-t-elle dit. « Tu sais à qui il appartenait vraiment ?» Nadège a touché le bronze à son poignet. « Fabrice m'a dit qu'il était à sa grand-mère. » Tante Philomène a souri. Sa grand-mère l'avait reçu de ta grand-mère. Elles étaient amies, avant tout ça. Ce bracelet a toujours été un pont entre nos deux familles. Il attendait juste que quelqu'un le traverse. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait prévu. L'histoire a circulé, pas seulement dans le quartier Aqua, dans tout Douala. Les groupes de messagerie ont explosé. Les gens racontaient l'histoire de la jeune comptable qui avait démoli 30 ans de haine avec un dossier bleu et une lettre d'un mort. Maman Mariette a perdu son statut de maman la générale. Pas d'un coup, lentement. Les commerçantes du marché Mbopi la regardaient différemment. Ses amis du groupe de prière chuchotaient quand elle passait. Quelqu'un avait fait circuler des extraits de la lettre de papa Étienne. On disait... Elle savait, depuis le début. Elle a nourri cette guerre pour garder le pouvoir. Ces 3 boutiques de pagnes ont commencé à perdre des clients. Pas parce que ces pagnes étaient moins beaux, mais parce que les gens n'avaient plus envie d'acheter chez une femme qui avait sacrifié le bonheur de ses enfants sur l'autel de son orgueil. Thierry, le fils aîné, a pris ses distances. « Maman, tu m'as élevée dans la haine », lui a-t-il dit un soir. « J'ai 32 ans et je n'ai pas d'amis Mbouda. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que tu m'as interdit de les connaître. Tu m'as volé 32 ans de relations. » Maman Béatrice, de son côté, a vécu le même effondrement. Ses filles l'ont confrontée. « Tu as giflé Nadège, maman. Tu l'as menacée. Tu as essayé de détruire sa vie, pour un mensonge. » Hortense, l'aînée, celle qui avait envoyé le message vocal plein de reproches, a appelé Nadège. « Petite sœur, pardonne-moi, je ne savais pas. Je répétais ce qu'on m'avait appris sans me poser de questions. » Nadège a pardonné. Parce que le pardon n'est pas de la faiblesse. Le pardon, c'est poser un sac trop lourd et décider de marcher plus légèrement. Mais elle n'a pas oublié. Et elle n'est pas retournée vivre chez sa mère. 1 an a passé. Nadège a ouvert son propre cabinet comptable. Un petit bureau dans un immeuble à Bonamoussadi. 2 pièces, un ordinateur, une imprimante. Elle l'a appelé « cabinet lumière », parce que la lumière, c'est ce qui chasse les ombres. Fabrice a quitté l'entreprise qu'il avait envoyée à Kribi sous la pression de sa mère. Il a monté sa propre société de construction. Petite, mais honnête. Ils se sont installés ensemble dans un appartement à Locpom. Pas un palais. Un 3 pièces avec un balcon d'où on voyait le fleuve Wouri. Le matin, Nadège se levait à 6 heures. Elle préparait du thé. Elle s'asseyait sur le balcon. Elle écoutait les bruits de Douala qui se réveillent, les klaxons, les voix des vendeuses de beignets, le moteur d'une moto-taxi, le rire d'un enfant quelque part. Et elle touchait son bracelet. Le bracelet de bronze avec la pierre bleue. Le pont entre 2 familles. Un dimanche, une jeune femme est venue au cabinet de Nadège. Elle s'appelait Grâce. Elle avait 21 ans. Les yeux rouges, les mains qui tremblaient. « Madame, on m'a dit que vous pouviez m'aider. Ma famille refuse que j'épouse l'homme que j'aime. Il est d'une autre ethnie. » Nadège l'a regardé. Elle a vu son propre visage d'il y a 2 ans. La peur, la douleur, la détermination qui tremble encore un peu. Elle a souri.
Assieds-toi, Grace. Raconte-moi tout. On va trouver une solution. Pas avec la colère, avec la vérité. Grace s'est assise, et Nadège a écouté. Quelques mois plus tard, tante Philomène est morte dans son sommeil, à Limbé, dans sa petite maison au Bougainvilliers. Nadège et Fabrice étaient à l'enterrement. Les deux clans aussi. Pour la première fois depuis 30 ans, les Fotso et les Mbouda étaient assis côte à côte. Pas par obligation, par choix. Maman Mariette était là, amaigrie, silencieuse. Elle n'était plus la générale, elle était juste une femme fatiguée qui commençait à comprendre le prix de l'orgueil. Après la cérémonie, elle s'est approchée de Nadège. « Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit, mais je te demande de prendre soin de mon fils. Il mérite d'être heureux. » Nadège a regardé cette femme qui avait essayé de détruire sa vie. Elle a vu une mère, imparfaite, blessée, humaine. « Je prendrai soin de lui, maman, » a dit Nadège. « Et de vous aussi, si vous me laissez. » Maman Mariette n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête. Et elle est partie. Fabrice a pris la main de Nadège en sortant du cimetière. « Tu es plus forte que nous tous réunis, » a-t-il dit. Nadège a secoué la tête. « Je ne suis pas forte, Fabrice. Je suis juste fatiguée des mensonges. Et la vérité, ça donne du courage à n'importe qui. » Cette histoire, mes amis, elle n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire sur ce que la haine nous coûte. 30 ans. 30 ans de méfiance, de solitude, d'occasions perdues, d'amitiés impossibles, de mariages empêchés. Et tout ça à cause d'un mensonge qu'on a choisi de croire parce qu'il était plus facile de haïr que de vérifier. La première leçon est celle-ci. Avant de haïr quelqu'un, assure-toi que tu connais la vérité. Pas la version de ta mère, pas la version de ton oncle, pas la version du groupe familial. La vérité. La deuxième leçon, le courage, ce n'est pas crier plus fort que les autres. Le courage, c'est poser des questions quand tout le monde te dit de te taire. C'est aller au cadastre pendant ta pause déjeuner. C'est prendre un bus pour Limbé un samedi matin. C'est ouvrir un dossier bleu devant 2 clans en furie. Et la troisième leçon, l'amour véritable ne demande pas la permission de ton nom de famille. Et toi, qui écoutes cette histoire, est-ce qu'il y a une guerre dans ta famille ? Une haine dont personne ne se rappelle l'origine ? Peut-être qu'il est temps de poser la question. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir le vieux registre et de chercher la vérité. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire et dis-moi, dans ta famille, est-ce qu'il y a un terrain de Bonanjo ? Un mensonge que tout le monde protège ? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reviens demain pour une nouvelle histoire. Parce que la vérité, elle ne vieillit jamais.